Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le grenier des savoirs. Aujourd'hui, nous recevons le professeur Abdou Bonchanti. Bonjour, professeur. Bonjour, professeur. Bonjour. Professeur, vous êtes géographe, chercheur au département d'aménagement de l'espace de l'Institut de recherche en sciences humaines de l'Université Abdou Moumouni de Niamey. Pouvez-vous nous parler un peu de votre parcours? Merci, professeur Sani. Avant de parler de mon parcours, j'aimerais vous féliciter pour cette émission. Vous et le groupe Labari qui avez eu cette noble initiative de donner l'occasion aux chercheurs de présenter leurs travaux. Cette initiative, je disais qu'elle était noble parce qu'elle s'inscrit dans le cadre de la science ouverte. La science ouverte, c'est le partage avec le public. Les chercheurs, vous donnez par cette émission l'occasion aux chercheurs de partager avec le public leurs activités de recherche. Donc, ceci étant, comme vous venez de le dire, je suis professeur Abdou Bonchanti, directeur de recherche du CAMES, et je suis géographe au département de géographie et aménagement de l'espace de l'Institut de recherche en sciences humaines de l'Université Abdou Moumouni de Niamey. Et mon parcours, je vais essayer d'être synthétique, mais après mon bac obtenu en 87-88, je me suis inscrit en 88 à l'Université Abdou Moumouni de Niamey, au département de géographie, où j'ai commencé mes premières années. Donc, j'ai obtenu un duel en 89. J'ai obtenu le duel. Le duel, c'est le diplôme d'études universitaires et littéraires. Et j'ai obtenu ma licence en 91, ma licence en géographie. Et, donc, les deux premières années étaient la géographie générale. Et à partir de la licence, c'est déjà un début de spécialisation puisque j'ai fait une licence en géographie humaine. La géographie humaine, c'est cette branche de la géographie à deux branches, la géographie physique, la géographie humaine. Et la géographie humaine, dans la géographie humaine, on compte la géographie de la population, la géographie urbaine et la géographie rurale. Voilà, donc c'est cette branche de la géographie que j'ai commencé à faire à l'Université Abdou Moumouni de Niamey. J'ai fait ma maîtrise en 92 sur la gestion des déchets, des ordures ménagères dans la ville de Niamey, contribution à l'analyse de l'environnement urbain. Et après cette maîtrise, je suis allé à Bordeaux pour suivre mes études de troisième cycle, où j'ai fait en 95 mon DEA. Le DEA, c'est diplôme d'études approfondies. Donc à l'époque, il n'y avait pas les masters, c'était les DEA, donc maîtrise DEA. Et donc après le DEA, que j'ai, cette année, j'avais soutenu un mémoire sur les politiques d'assainissement dans les grandes villes de l'Afrique de l'Ouest. Après ce mémoire que j'ai soutenu en 1995, et en 1996, je me suis inscrit en première année de thèse.
Et donc, la thèse, j'ai parlé tout à l'heure de géographie urbaine et de géographie rurale, qui font partie de la géographie humaine. Et donc, là, mon directeur de thèse m'a dit, écoute, Abdou, tu as beaucoup travaillé sur la ville. Il faudra essayer de voir maintenant qu'est-ce qui se passe du côté rural. Et ce qui a fait que j'ai pris un sujet de thèse sur la gestion des ressources naturelles au Niger, l'imbroglio des politiques publiques. Donc, c'est cette thèse que j'ai en 2 volumes ici, que j'ai soutenue le 18 février 1999. Donc, après cette soutenance, j'étais rentré au Niger, où j'ai déposé, donc j'ai été recruté ici en août 2000. J'ai été recruté en août 2000, mais puisque j'étais rentré en octobre 1999, entre octobre et août, j'avais fait beaucoup de consultations pour le compte de l'ONAT, l'ONG, Organisation pour la Nature. Et dans ce cadre-là, j'ai beaucoup travaillé dans le domaine de l'hydraulique rurale à Ilela, par exemple, de la RENAT, la réserve naturelle de l'Aïr Ténéré, où j'ai monté un projet un projet de protection de l'autruche au cou rouge. Et dans le cadre toujours de mes activités en 2001, février 2001, j'ai également, pour le compte de l'ONAT, j'ai fait une étude sur d'évaluation d'abord, étude d'évaluation sur le projet IFEROAN 2000, qui était toujours mis en place par l'ONAT, l'Organisation pour la Nature. À l'issue de l'évaluation, il m'a été demandé de monter un projet pour la 2e phase du projet. Et ce projet-là, ce projet a été financé à hauteur de 100 millions par le Conseil régional du Doubs en Franche-Comté. Voilà donc les débuts de ma carrière. C'est ce qui marque le début de ma carrière. Et donc, au niveau du département de géographie, quand j'ai été recruté, j'étais seul, puisque le professeur Haroun Siddikou, le géographe, lui, il était en France, il était à la francophonie. Et donc, j'étais seul. Cette double casquette de géographe spécialisé sur les questions urbaines et de géographe spécialisé sur les questions de l'environnement ont été bénéfiques, puisque le département, j'étais seul. Et donc, c'est moi qui m'occupais de couvrir l'ensemble des activités de la géographie. Et quand les chercheurs viennent, qu'ils soient, et j'ai oublié aussi, à l'époque, il n'y avait pas de chercheurs au niveau du département de sociologie. Donc, c'est moi qui assurais à la fois les activités scientifiques et administratives des 2 départements. Voilà, après, donc j'étais recruté en tant qu'attaché de recherche. Puis j'avais postulé ici. À l'époque, il y avait les CCI. J'étais passé chargé de recherche en 2003. Puis après, on devrait repartir au CAMES, où je m'étais réinscrit pour faire encore chargé de recherche. Après chargé de recherche en 2005, j'ai été maître de recherche en géographie urbaine, toujours dans le système du CAMES.
Et puis, à partir, je crois, de 2020, je suis passé directeur de recherche en géographie humaine dans le système du CAMES. Et merci, professeur. Donc, comme vous venez de le dire, vous êtes géographe spécialisé en géographie humaine, une discipline que vous enseignez également à côté des recherches, des activités de recherche. Vous enseignez également à l'université Abdou Moumouni de Niamey. Tout à fait. Donc, j'avais commencé à enseigner la géographie économique comment est-ce qu'on appelle, à l'école normale supérieure pour les spécialistes qui viennent faire le CAPES. Et j'enseignais les grands regroupements économiques à travers le monde. Donc, tout ce qui concerne les organisations économiques à l'échelle du système des Nations Unies, le GATT, donc l'accord général du commerce et du trafic, là, ce qu'on appelle le General Accord for Traffics and voilà déjà le sigle anglais. Voilà, bon, j'ai oublié le sigle. Et il y avait l'OMC aussi, puisque le GATT précédait à l'OMC. Donc, l'OMC a succédé au GATT. Donc, après, il y avait les organisations sous-régionales également, telles que le Mercosur en Amérique latine, la CEDEAO. Donc, j'enseignais aux étudiants, aux professionnels qui venaient faire leur CAPES à l'ENS. Puis, j'avais commencé, on m'a donné aussi la charge d'enseigner la géographie urbaine en licence, les villes d'Afrique noire, où nous voyons, j'essaie d'expliquer, de présenter aux étudiants la croissance urbaine à travers le monde, mais plus particulièrement en Afrique, où le rythme de croissance est accéléré, et quelles sont les conséquences que cette croissance urbaine accélérée, et quelles sont les conséquences que cette croissance induit dans nos villes en termes de gestion, comme on le disait auparavant, mais aujourd'hui en termes de gouvernance urbaine. Donc il y avait cet enseignement. Il y avait également un autre, deux équipes qui m'avaient été confiées, deux modules qui m'avaient été confiés. Il y avait l'offre des services urbains et la solidarité socio-spatiale dans nos villes. Mais ça, c'était en DEA. C'était en DEA. Et donc, en 2005, le DEA aujourd'hui, c'est l'équivalent du Master 2. J'enseigne également en Master 1 la géographie urbaine générale, où nous essayons de voir, j'essaie d'expliquer les grandes problématiques, les grands paradigmes qui se posent à nos villes. Voilà les unités d'enseignement, les modules et les unités d'enseignement que j'ai assurées, que je continue d'assurer d'ailleurs pour certaines. Merci, professeur. Mais cet enseignement, vous le faites également à l'extérieur, parce que en 2010, depuis 2010, vous enseignez notamment dans les universités françaises à Toulouse et à l'université Bordeaux 3 également. Tout à fait. Et donc, oui, j'ai enseigné les questions urbaines, donc l'évolution des villes africaines à Toulouse, en lien avec les problèmes d'aménagement qui se posent à nos villes, surtout dans le domaine de l'assainissement, dans le domaine de la gestion des déchets, dans le domaine de l'accès à l'eau potable.
c'est en ces termes-là, et donc dans le domaine des services, l'offre des services urbains d'une manière générale. Et donc là, on est en cœur, quand on parle de services urbains, on est en cœur des questions d'aménagement urbain. Et donc à Bordeaux, j'ai enseigné aussi des questions ayant trait à la dynamique de l'environnement, l'anthropisation et l'artificialisation des territoires, des paysages naturels. Et comment est-ce que les activités humaines influent sur la transformation du milieu naturel. C'est ce que j'ai enseigné à Bordeaux aux étudiants. Et puis l'année dernière, en mai passé, à l'occasion d'un programme Erasmus sur lequel nous allons revenir, j'ai enseigné aussi la géopolitique du Sahel. Merci, professeur. Mais pour revenir aux activités de recherche, qui est l'activité principale d'un chercheur, vous avez produit plusieurs articles qui sont des résultats de vos recherches. Je voudrais commencer par un article qui parle de Niamey, ville poubelle. Bon, parce qu'on sait que Niamey, la gestion de déchets à Niamey, c'est vraiment une question qui perdure et on a ce problème-là. C'est vraiment cet article qui marque mon entrée dans comment est-ce qu'on appelle la recherche proprement dite. Je disais que j'avais soutenu en 92 un mémoire de maîtrise sur la gestion des ordures ménagères dans la ville de Niamey, analyse de l'environnement urbain. Et c'est à la suite de cela que l'Université de Rouen a organisé un colloque sur l'environnement sahélien. Et mon directeur de mémoire, qui était Jean-Claude Bruno, m'avait dit, Abdou, est-ce qu'il y a un colloque qui se fait sur l'environnement au Sahel? Est-ce qu'on peut proposer, à partir de ce que tu as fait, est-ce qu'on peut proposer un article? Et donc c'est comme ça que j'ai rédigé avec lui cet article Niamey, ville poubelle, qui est paru, je crois, en 1994 au Cahier géographique de Rouen. Voilà, c'est un article qui est la suite de mes travaux de recherche, parce que ce que je dois dire, c'est que quand j'ai fait ce mémoire-là, c'est le premier mémoire du genre dans le domaine, dans la discipline, la géographie, comment est-ce qu'on appelle, en géographie, c'est en tout cas au Niger, c'est le premier mémoire qui a été soutenu sur la gestion des déchets, et c'est le premier article aussi soutenu sur ce thème-là. Et c'est très rare, c'est tout récemment que les gens ont commencé à voir l'intérêt justement de telle thématique. Parce que quand j'étais parti à Bordeaux, il y avait une collègue qui m'a présenté une de ses amies. Il y avait une camarade, parce qu'on était étudiants à l'époque, donc une amie qui m'a présenté une autre de ses amies qui voulait travailler sur le même sujet, mais à Pondichéry, en Inde. Donc elle était désemparée, elle n'avait pas la documentation. Et finalement, mon ami là lui a dit, écoute, j'ai un ami nigérien, je lui en parle, s'il l'accepte, je te mets en contact, puisque lui, il a travaillé sur cette question. Donc, son ami était, il a pris rendez-vous, elle était venue, je lui ai expliqué le sujet. Après l'entretien, j'ai dit, voilà la problématique et la méthode que moi j'ai adoptée. Et elle m'a dit, vraiment, c'est maintenant que j'ai compris ce qu'on devrait faire sur cette question-là. Elle est allée en Pondichéry, elle a fait son mémoire, elle l'a soutenu, et je crois qu'en 2017, quand j'étais reparti à Bordeaux,
On m'a dit qu'elle a été recrutée là-bas et qu'elle est même à la mairie de Bordeaux et qu'elle est même chef du service chargé de l'hygiène et assainissement. Pour vous dire que ce terrain, pendant longtemps, n'a pas été prospecté par les géographes. Alors, qu'est-ce qui explique que cette situation enfin, les déchets, Niamey continue à être ville poubelle. C'est quoi, pourquoi on n'a pas encore de solution à ce problème? Ouais. Donc, je disais tout à l'heure qu'en licence, j'enseignais les villes d'Afrique noire et je leur expliquais aux étudiants, je leur expliquais les grands paradigmes. Donc, il y a certes une croissance accélérée de la population, mais normalement, cette croissance-là, comme on le sentait depuis les années 70, on devrait procéder à une planification urbaine. C'est vrai qu'en 1984, il y a eu un SDO, un schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme à Niamey, mais ce SDO-là n'a pas eu beaucoup d'applications, si bien que la ville s'est rapidement, la population urbaine a rapidement augmenté avec un étalement urbain incontrôlé et je ne dirais pas incontrôlable aujourd'hui, mais c'est vraiment l'étalement urbain et l'augmentation de la population qui explique en grande partie cela. Et donc, le tout, il y a eu étalement urbain, c'est tout simplement parce qu'il y a eu aussi un problème de gouvernance. J'ai parlé de la planification urbaine. Une ville, ça se planifie. Une ville se planifie. Ça c'est un aspect. Bon, je n'entre pas dans les autres aspects de la gestion que j'ai relevé déjà en 1992, quand je faisais mon mémoire de maîtrise, les problèmes de gestion administrative, de gestion de la logistique, tout ça. Et je l'ai souligné. Et je me rappelle d'ailleurs que quand je faisais ce mémoire-là, ça coïncidait avec la conférence de Rio de Janeiro sur l'environnement et le développement durable. Et donc, l'année-là, je crois, quand j'ai fait la cartographie des emplacements des ordures ménagères à travers la ville de Niamey, c'était la toute première carte. J'avais compté j'avais compté 1060 ou 1064 emplacements, donc que ce soit les déchets solides, les déchets, comment est-ce qu'on appelle, les dépotoirs officiels. 1064, quelque chose comme ça. Et à 10 ans après, nous avons repris avec le professeur Sidikou l'ouvrage que nous avons publié en 2008 là, sur la gestion des déchets urbains à Niamey. Donc les travaux ont commencé en 2003. Et donc quand j'ai repris, nous avons eu plus de déchets que ce qu'on avait compté en 92. Puis, à une échelle localisée aussi, il y avait une étudiante, une géographe, qui a été encadrée par le professeur Mocho, mais qui avait aussi travaillé avec moi parce qu'elle venait demander des conseils. À Taladje, elle a fait la même étude. Elle a trouvé que, comme elle a comparé ce que j'avais sur ma carte à Taladje et ce qu'elle avait, quand elle est allée faire ses travaux de localisation des emplacements des ordures ménagères, elle a trouvé qu'il y avait plus de déchets aussi au moment où elle a fait ses études et maintenant. Donc, Niamey, la question de la salubrité à Niamey est un réel problème. C'est un réel problème dû surtout à la gouvernance de ce secteur-là. Merci, professeur. Un autre article sur
consacré au chemin de fer au Niger. Le chemin de fer au Niger entre rêve et réalité. Ouais. Voilà, Ouais. Bon, en 2004, il y avait aussi Paris 4 qui organisait, le laboratoire Prodigue, qui organisait un colloque sur le rôle des chemins de fer en Afrique. Et donc, si j'ai bonne mémoire, je crois, l'appel à contribution, c'est vous-même qui me l'avez balancé. Donc, j'étais parti à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de points de cyberespace. Il y en avait, à ma connaissance, il n'y en avait que sur la voie là, qui quitte l'Assemblée pour aller au Grand Marché. J'étais allé vous voir sur Internet, j'ai trouvé, vous m'avez envoyé le truc, j'ai proposé et ça a été accepté. Et le rôle du chemin de fer, un chemin de fer en Afrique, au Niger, rêve ou réalité. Voilà, parce qu'il y a eu plusieurs projets de chemin de fer en réalité, depuis la période coloniale. Il y a eu plusieurs chemins de fer et aucun de ces projets-là n'avait eu lieu. C'était des chemins de fer qui devraient relier Cotonou et Dosso, Niamey, qui va aller vers Tambao au Burkina. Une autre ligne devrait quitter Abidjan pour venir au Mali et se joindre à ce projet-là. Il y avait plusieurs projets. Il y avait aussi un projet qui devrait suivre les routes transsahariennes pour joindre les possessions coloniales, donc de la colonie française de l'Afrique du Nord, à celle de l'Afrique subsaharienne. Et donc, il y avait ces projets-là. Le colonisateur a voulu, comment est-ce qu'on appelle, a voulu faire de ses possessions en Afrique de l'Ouest et en Afrique équatoriale française, le colonisateur a voulu développer donc, pour l'exploitation des ressources. Et voilà, l'idée c'était que le rail précède le trafic. Normalement, un chemin de fer devrait permettre de désenclaver des pays comme le nôtre. Ça devrait permettre, et le désenclavement, l'avantage c'est que par la voie du chemin de fer, les rails, les marchandises arrivent moins chères. Et donc, moi j'ai beaucoup rêvé de ce chemin de fer. Et quand le projet, enfin l'actuel chemin de fer là, et je l'avais appelé pseudo chemin de fer, parce que il y avait une structure Africa Rail, et vous vous rappelez peut-être du NEPAD. Le NEPAD voulait justement reprendre certains de ces projets coloniaux là qui devraient relier les États africains. Et donc, le chemin de fer était une priorité. Mais Africa Rail, il voulait se baser sur Africa Rail pour cela. Africa Rail a dégagé les projets, mais sans les schémas, les tracés, mais sans études approfondies. Je disais non. Quand j'étais parti au colloque là, à Prodigue, j'ai dit non, on ne peut pas faire un chemin de fer sans études préalables, parce qu'il y a beaucoup d'obstacles physiques que l'on peut, par exemple les vallées, mais ça, il faut faire des études techniques pour voir où se trouvent ces vallées. Les écartements aussi, il faut voir les écartements qui sont adaptés. Donc, c'est pour cela que vraiment j'ai trouvé que ce projet-là était un pseudo chemin de fer. Et sur les mêmes antennes, je crois, cette année, pendant la saison des pluies, mais je ne me rappelle pas, j'ai évoqué
j'ai évoqué un urbaniste, un architecte français. Il disait qu'en matière d'aménagement, il y a le chemin des hommes et le chemin des ânes. Donc, le chemin des hommes, c'est la planification. On planifie, on imagine déjà dans son esprit qu'est-ce que je veux avoir quand j'ai un projet. On voit déjà la finalité. Mais le chemin des ânes, bon, l'âne, il marche, quand il bute à un obstacle, il contourne. Et vraiment, le chemin de fer actuel là, que nous avons, c'était ça, et nous avons beaucoup décrié. Nous avons dit que ce n'est pas comme cela qu'on devrait le faire, on ne nous a pas écoutés. Merci, professeur. Toujours dans les articles, vous avez publié un texte sur les questions migratoires. Agadez, un nœud de la migration internationale au Niger. Là aussi, on était dans un programme de recherche MOBOA, Mobilité Ouest Africaine. Et donc, c'est un projet AREN et piloté à l'échelle internationale puisque ça concernait le Burkina, le Mali, le Niger. Et il était piloté par Monique Bertrand de l'IRD. Et ici, à l'échelle locale, c'était Moukaïla et Ibrahim Amadou, les deux professeurs, qui étaient les points focaux. Et nous, on était dans ce programme-là. Et nous avions associé, nous avons recruté des étudiants sur la base d'une sélection. On a sélectionné en fait des étudiants et moi, j'étais tombé sur un qui travaillait sur Agadez. Donc, il fallait voir, à l'époque, Agadez était un nœud de la migration, c'est-à-dire un point de transit, un lieu de transit. Avant, les Africains subsahariens qui venaient, ils transitaient par Agadez pour aller en Algérie, en Libye. Certains essayent d'aller en Europe. Et voilà, donc ça, c'est un projet que nous avons, c'est dans le cadre de ce programme MOBOA que nous avons essayé de voir quelles sont les conséquences justement de ce mouvement de population sur les transformations. Quelle transformation économique et quelle transformation spatiale ce mouvement de subsahariens engendre au niveau de la ville d'Agadez. C'était ça, en fait, la problématique de cet article-là. Okay. Merci beaucoup. Alors, un autre sur agriculture urbaine et périurbaine dans la vallée du fleuve Niger. Voilà, agriculture urbaine et périurbaine, parce que là, j'avais commencé des recherches à travers, comme je l'ai dit, à travers les déchets. Puis je m'étais rendu compte que ces déchets-là ont un impact sur le fleuve Niger. Parce que quand ils ne sont pas enlevés, une bonne partie va dans le fleuve Niger, soit par le transport éolien, soit par les ruissellements. Et donc cela impacte les activités, impacte la qualité de l'eau. Donc on revient sur la question de l'environnement, la qualité de l'eau. Et donc quand nous avons commencé à faire nos recherches au niveau des différents points de rejet, c'est-à-dire les différentes vallées qui donnent au fleuve Niger, on en avait trouvé 42 sur la partie de la rive gauche. Et donc, on s'est dit que ce n'est pas que les activités des unités industrielles et les activités domestiques qui ont un impact sur les eaux du fleuve Niger, mais il y a aussi l'utilisation abusive des engrais et des pesticides.
parce que les pesticides sont très nocifs à l'environnement. Les pesticides sont nocifs à, comment est-ce qu'on appelle aussi, à la santé humaine. Et donc, c'est ce qui nous a amenés à aborder cette étude, mais dans une vision de l'environnement et du développement durable, puisque l'utilisation de ces engrais, l'utilisation de ces pesticides, c'est pour augmenter le rendement. Mais dans le besoin d'augmenter le rendement, les paysans, les maraîchers surtout, les riziculteurs, ils abusent parfois dans l'utilisation, ils ne respectent pas le dosage parfois, parce qu'il y a ce qu'on appelle des bioagresseurs résistants. Quand des chenilles résistent, il faut augmenter la dose de pesticides. Parfois, ils se livrent même à des combinaisons par eux-mêmes, à des combinaisons, ce qu'on appelle le bulk blending, donc à des combinaisons de produits dont ils ne connaissent pas les effets sur leur propre santé et sur aussi l'environnement. Et donc, à travers cette agriculture, il y a ce qu'on appelle un processus de bioaccumulation et un processus de bioamplification. La bioaccumulation, c'est que la plante, elle ingère ces pesticides et donc, à force de les accumuler, qu'on revende ces produits-là sur le marché, c'est la bioamplification. Donc, la chaîne alimentaire peut être contaminée aussi. Voilà, et donc c'est ce que nous avons essayé de voir à travers cet article-là. Donc, essayer de voir les enjeux que pose la question de l'environnement et du développement durable. Le besoin d'accroître le rendement amène les gens aussi à utiliser ces pesticides de manière parfois abusive, ces intrants chimiques de manière parfois abusive. Et donc, il y a toujours la question de l'équilibre à chercher, quoi, entre les deux. Merci pour ça. Donc, l'utilisation de ces produits nocifs touche également les poissons, les activités des pêcheurs. Ça aussi, je sais que c'est un domaine de recherche qui vous intéresse. La question des mobilités des pêcheurs de la vallée du fleuve Niger. Absolument. Dans ma démarche, moi je suis géographe. Je ne suis pas chimiste pour pouvoir analyser l'eau. Mais il y a des méthodes. En fait, j'ai essayé de mettre en place une méthode pour identifier les indicateurs de pollution. Et c'est ce qui m'a amené à aborder d'abord ces pêcheurs-là pour voir où est-ce qu'on ne trouve pas, par exemple, certaines espèces de poissons. Et donc, ils me disent que généralement, c'est au niveau des points de rejet là, les poissons, ce qu'ils appellent hamisquare. Donc, tout ce qui est carpe, tout ça là. Et donc, ça, on ne peut pas trouver au niveau des endroits où les unités industrielles évacuent leur eau. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à faire mes études. Puis, après, je me suis dit, mais ces pêcheurs-là, ils ne sont pas, je me suis rendu compte que ce ne sont pas que des pêcheurs du Niger. Ils viennent de plusieurs horizons. Et puis, dans le cadre du programme MOBOA, Mobilité Ouest Africaine, je me suis dit que je vais essayer de voir comment est-ce qu'ils se déplacent. Et donc, je me suis rendu compte qu'ils ont ce que j'ai appelé dans l'article les mots de la migration. Kwanandaji, par exemple. On sait que Kwanandaji, c'est un terme péjoratif, mais eux, quand ils disent Kwanandaji, c'est pour ça, c'est surtout les pêcheurs qui viennent du Nigeria. Et ils font des petits déplacements où ils passent la nuit. Après, ils reviennent. Mais il y a aussi les grands déplacements. Donc, qui les amènent au niveau de la Volta, qui les amènent au Cameroun, qui les amènent aussi au lac Tchad. Les Maliens aussi, surtout les Bozo, eux aussi, ils viennent au Niger. Donc,
j'ai trouvé que c'était intéressant de voir quand ils viennent, quand ils se déplacent là, quand ils viennent, où est-ce qu'ils s'installent. Moi, en tant que géographe aussi, c'est ces aspects-là qui m'intéressent. La spatialisation, où est-ce qu'ils se déplacent et comment est-ce que, quelles sont les interactions qu'ils ont avec les populations autochtones. Voilà, et je me suis rendu compte que ces pêcheurs-là, ils avaient une place importante dans la société, en dehors même des activités d'échange qu'il y a entre eux et les clientes là. Et ce sont aussi généralement des gens qui sont supposés avoir la connaissance du Coran, qui sont censés avoir des connaissances spirituelles. Et donc, ils sont consultés, ces pêcheurs-là, parfois même par des hommes politiques. Et voilà, et donc, c'est une couche importante aussi de la population. Il y a un rituel. Quand ils se déplacent, ils ont des rituels. Et ça fait partie du patrimoine que nous devrions essayer de protéger. Malheureusement, il y a la dégradation que l'on observe dans le lit du fleuve Niger. Il y a la dégradation. Aujourd'hui, quand on va vers Liboré, ils m'ont dit que là où la perche qui fait à peu près 7 ou 10 mètres, en Zarma, ça s'appelle 10. Là où la perche là ne pouvait pas tenir à l'époque parce que l'eau était profonde, ou bien aujourd'hui, c'est des vergers qu'il y a, c'est des manguiers qu'il y a à ces endroits-là. Et donc, il y a, leur témoignage m'a fait vraiment prendre conscience de l'ampleur de l'ensablement du lit du fleuve Niger. Et je pense que c'est des acteurs qu'il ne faut pas négliger dans les différents projets de développement et de protection de l'environnement. Okay. Merci, professeur. Et donc, c'est toujours dans le secteur de l'eau, et en termes de services et accès à l'eau à Niamey. C'est qu'on est dans une période de forte chaleur. Tout à fait. Et dans certains quartiers, il y a des problèmes de distribution d'eau. Tout à fait. Et c'est aussi que vous avez travaillé beaucoup sur des questions qui touchent ce secteur. Oui, on a beaucoup travaillé sur de 2006 à pratiquement maintenant. Nous travaillons aussi sur l'accès à l'eau potable dans la ville de Niamey. Et nous avons nous avons produit plusieurs articles. Nous avons produit même un ouvrage avec des collègues de l'Université de Toulouse sur ces questions liées à l'accès à l'eau potable, surtout dans les quartiers périphériques. C'est crucial, surtout dans les quartiers périphériques qui n'ont pas le réseau d'adduction en eau potable. Bon, nous avons essayé de voir dans ces quartiers-là quels sont les phénomènes de suppléance. C'est-à-dire en l'absence du réseau d'adduction en eau pluviale, d'adduction en eau potable, comment est-ce que la population se débrouille pour avoir son eau. Et donc on a trouvé, par exemple dans des quartiers comme Pays-Bas, on a trouvé dans des quartiers comme Kouartagui, des châteaux, les puits qui sont transformés en châteaux, d'eau et qui font de mini-adduction en eau potable. Et donc, nous avons une année, il y avait un collègue, Christian Bouquet, qui était venu, qui enseignait à Sciences Po, et je lui avais fait visiter justement notre terrain là, et quand je lui ai parlé de ces aspects-là, il m'a dit, écoute, moi c'est la première fois que j'entends un phénomène de suppléance. Et donc après, je l'ai trouvé une fois abordé, il me disait, mais tu sais, j'enseigne ce que tu m'as dit là, je l'enseigne à Sciences Po, aux étudiants de Sciences Po. Parce que ce n'est pas une notion anodine, le phénomène de suppléance.
J'ai commencé à l'utiliser quand je préparais mon mémoire de maîtrise. Le phénomène de suppléance, c'est en l'absence d'un service qui devrait être offert par le pouvoir public, comment est-ce que la population se débrouille. Dans le cas, j'ai parlé des mini-addictions d'eau. Donc, si c'est des indicateurs pour montrer comment est-ce qu'on appelle, pour montrer aux décideurs où est-ce qu'on a le besoin. Et donc, dans le cas de l'accès à l'eau potable, on a utilisé ça. Mais dans le cas, ça a été surtout plausible au niveau de la gestion des déchets, puisque la population, là où il n'y a pas de conteneur, c'est elle-même qui se débrouille pour aller verser. Avant, quand il n'y avait pas les pousseurs de tombereaux, là, c'est la population elle-même qui se débrouille pour aller jeter. Et les endroits qui ont été identifiés, ça veut dire que quand on voudra leur installer un conteneur, c'est à ce niveau-là qu'il faut leur installer le conteneur. Et ça va à peu près avec les normes, 250 mètres entre deux conteneurs. Quand moi j'ai fait la distance entre les différents dépotoirs sauvages, c'est ce que j'avais trouvé entre 180 et 250 mètres. Ça veut dire que s'il y a un besoin d'installer un conteneur, c'est à niveau. S'il y a un besoin de faire de l'adduction en eau potable, aussi pour le cas de l'eau potable, c'est cela. Donc vous voyez, quand je dis tout à l'heure que les services urbains se placent dans le champ de l'aménagement, c'est ça en fait. C'est parce que tout cela là, c'est de l'aménagement en fait. Identifier les points, identifier le nombre de personnes qui a besoin de l'eau, c'est en fait cela. Et donc dans l'étude sur l'eau, on a parlé de la précarité hydrique. On a parlé du concept, je crois que c'était ici aussi, avec mon équipe, dont beaucoup sont devenus aujourd'hui des docteurs. On a beaucoup travaillé sur ce terme de précarité hydrique qui veut dire que nous avons des normes. Nous avons des normes internationales, notamment les normes de l'OMS, 20 litres par personne et par jour. Mais comment faire pour ne pas être trop en deçà de ces normes-là? Voilà, donc ou du moins, quelle est la part quelle population est en deçà de ces normes et quelle population est au-dessus de ces normes. Mais là, la même observation que nous avons faite en début, là, pour le problème de gouvernance, le problème de l'étalement urbain, eh bien, ce même problème-là se répercute aussi sur l'approvisionnement en eau potable parce qu'on a laissé la ville s'étaler rapidement et cela a dépassé la capacité des services qui sont chargés d'offrir cette eau. Et voilà, donc c'est... Bon, maintenant, pour la gestion même de l'eau, la concession, bon, peut-être le temps passe, actuellement, l'eau est affermée à la Sine. Et bon, il y a beaucoup de courants qui sont contre l'affermage de l'eau. Parce que, bon, même si on devrait l'accepter, il y a plusieurs offres de services. Il y a l'offre en régie, ça veut dire quand c'est une société elle-même quand c'est le pouvoir public lui-même qui offre l'eau, par exemple le ministère de l'Environnement, ou bien avant c'était la SNE. Voilà, et quand c'est elle, c'est l'offre en régie. Il y a l'offre en concession. Là, on a concédé cette eau-là, le service de l'eau, à une société publique, l'ASPEN, qui, elle, afferme l'eau à une société, à un groupe de sociétés privées. Et donc, l'ASPEN devrait normalement... Il y avait à l'époque une agence de régulation qui essayait de contrôler s'il y a des problèmes entre l'ASPEN et la Sine pour essayer de réguler. Mais on voit que c'est la recherche de la facilité. On a affermé l'eau pensant que le problème allait se résoudre comme ça en 2001, janvier 2001, juin 2001. Mais le problème, il persiste. Il persiste parce que tout simplement,
ceux-là qui viennent, les grosses Veolia, les Veolia, la Lyonnaise des Eaux, tout ça là, qui viennent prendre les marchés, mais c'est des sociétés qui sont hyper expérimentées en matière de négociation. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On vient les mains dans la poche, croyant que c'est facile. Non, il faut s'armer de toutes les spécialités possibles, de tous les spécialistes pour venir négocier. Quand on dit, bon, le périmètre d'affermage, il faut voir, mais si vous décidez de donner l'eau seulement au périmètre urbain, ben, comment est-ce qu'au centre urbain et semi-urbain, mais même dans ce centre urbain et semi-urbain, ce n'est pas tout le monde qui a l'eau. Par exemple, les quartiers périphériques. Mais comment est-ce que eux, vous allez vous débrouiller pour leur donner l'eau? Donc, on ne fait pas toutes ces réflexions-là. On vient, on concède. Bon, c'est vrai, il y a une privatisation, mais il faut aussi aller vers la bonne privatisation, quoi. Il faut aussi essayer de réfléchir pour tirer la couverture de son côté. Et c'est ce qui ne se fait pas dans notre pays quand on concède ou bien quand on afferme un service. Okay. Merci, professeur. Et alors, en lisant votre CV, vous avez participé à plusieurs rencontres de portée internationale, des rencontres scientifiques. Et vous êtes également membre de plusieurs réseaux scientifiques. Et alors, on ne peut pas les citer tous. Et de plusieurs programmes de recherche dont vous en avez parlé tout à l'heure. Donc, vous pouvez nous parler un peu de ces... Oui, oui, donc vraiment, c'est toutes ces conventions-là que nous avons pu signer avec les universités de l'extérieur, c'est parce que nous avons beaucoup, à l'Institut de recherche en sciences humaines, les chercheurs, ils sont très ouverts au reste du monde, ils participent beaucoup. Et ils participent surtout, ils ont fait des échanges internationaux leur credo. Bon. Ce qui a fait que, par exemple, nous, moi personnellement, j'ai signé une convention avec l'université de Bordeaux-Montaigne. C'est vrai, c'est mon université d'origine, mais c'est une convention d'échange où on envoie des étudiants, eux aussi ils envoient leurs étudiants. Nous envoyons les enseignants-chercheurs et eux aussi ils viennent. Voilà, donc l'année dernière, on avait, c'est dans le cadre de cette convention qu'en 2020, on avait postulé au programme Erasmus+, par exemple. Et ce programme-là, nous l'avons décroché par la grâce de Dieu. Et avec Covid, on n'a pas pu effectuer les déplacements. On a pu effectuer le déplacement, la mobilité qu'en mai passé, bon, avril pour certains. Mais c'était une forte délégation de Nigériens qui étaient partis pour, comment est-ce qu'on appelle, dans ce cadre-là. Et on fait vraiment de la collaboration, du partenariat, notre credo, ici à l'IRCH. Okay, merci beaucoup. Vous êtes aussi le directeur de l'IRCH. Donc, vous étiez en termes de fonction chef de département d'aménagement de l'espace de 2001 à 2011 et ensuite directeur deux fois, directeur de l'IRCH. Et actuellement, vous êtes directeur de l'IRCH en termes d'administration, parce que là, c'est le volet administratif, on a parlé du volet scientifique. Et qu'en pensez-vous de ce volet administratif? Bon, le volet administratif, on fait, quand déjà j'étais chef de département, je m'assurais des tâches administratives du département. Et je disais qu'au moment où j'ai été recruté aussi, il n'y avait pas de chercheurs pour le service
pour le département de sociologie du développement. Donc c'était moi qui assurais les tâches administratives. On faisait aussi appel à moi, avant même que je ne sois directeur, pour représenter l'Institut de recherche dans des réunions, au cas où le directeur, notamment le Feu Boubgado, au moment où il était directeur, il me déléguait souvent pour le représenter au conseil d'université, pour le représenter à certaines rencontres. Donc cela m'a donné déjà une certaine, bon je le dis vraiment avec humilité, cela m'a donné une certaine expérience qui a fait que, bon, j'ai aussi été à la tête de, comment est-ce qu'on appelle, à la direction de l'IRCH. À la direction de l'IRCH où on essaye de coordonner les activités des scientifiques des départements, mais également de coordonner tout ce qui est administration. Et c'est au titre même de ma fonction que je représente l'IRCH au conseil d'université où bon, on essaye quand même de défendre les intérêts de notre structure, de notre institution. Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur. Et donc, c'est en termes d'activité de recherche, on sait aussi que notre pays, le Niger, la sous-région, traverse aussi des crises sécuritaires. Est-ce que cela n'impacte pas les recherches sur le terrain, notamment dans les zones de sécurité? Tout à fait, tout à fait. Et là, en 1999, j'ai participé à un colloque là, à Bamako. En 2019, pardon, j'ai dit 99, un colloque à Bamako où j'ai intitulé ma contribution « Les avatars de la recherche géographique dans un espace en crise », quelque chose comme ça, le terme. Et où j'essayais justement de montrer les difficultés que nous, chercheurs, nous avons à aller prendre l'information sur le terrain. Et du point de vue de la recherche, c'est cela que ça pose comme question. Donc, on est obligé de nous adapter, en fait. On est obligé d'adopter d'autres méthodes de collecte de l'information. Bien que c'est maintenant, normalement, que nous devrions être sur le terrain, mais ce n'est pas, c'est très difficile. C'est pas facile pour le chercheur. Et voilà, donc j'ai proposé cela, cette contribution-là. Et donc, à l'issue d'un programme que nous avons élaboré et exécuté en 2018. Tolérance interculturelle et interreligieuse, où moi j'étais allé à Difa et c'était au moment où vraiment la situation sécuritaire était cruciale. Et donc on a dû nous adapter pour pouvoir récolter les informations sur le terrain. Pour le tourisme à Ayoru aussi, à peu près en 2019, ça c'est en 2019, là aussi on a dû inventer d'autres méthodes pour pouvoir avoir l'information géographique. Parce que nous, on est géographes. On ne se contente pas que des informations. Il faut aller sur le terrain pour prendre ces informations-là. Parce qu'on a besoin de les spatialiser. Merci beaucoup. Et en termes d'encadrement, vous avez encadré beaucoup de mémoires, mais aussi des thèses. Ah oui, là vraiment, je pense que pour les mémoires, déjà au moment des mémoires de maîtrise, sur pratiquement tous les domaines de la géographie urbaine là, que je viens de dire, j'ai encadré des dizaines et des dizaines de mémoires d'abord de maîtrise, ensuite des mémoires de master. J'ai encadré à la fois ici et ailleurs, donc ceux qui avaient leur sujet. Il y avait même, à Bordeaux, il y avait même
un Malgache et un Djiboutien qui voulaient travailler sur la même thématique là de l'eau, puisqu'ils étaient amis à Hassan. Et donc ils ont vu comment Hassan maîtrisait ce domaine-là et ça les a embobinés. Ils voulaient travailler là-dessus et donc ma partenaire qui est là-bas m'a proposé de participer à leur encadrement. Donc on a vraiment encadré et tous les mémoires que nous avions encadrés là, les dizaines et les dizaines de mémoires et aussi les thèses, parce que la thèse, on est peut-être au bas mot, on a une dizaine de docteurs que nous avons au bas mot, que nous avons formés comme cela là. Soit dans le cadre de l'encadrement, du co-encadrement ou bien dans le cadre de la co-tutelle. Et tous ces travaux que nous avons dirigés, c'est par le biais des programmes de recherche que nous avions entrepris ici, soit sur l'eau, soit sur l'agriculture, et ainsi de suite. Donc sur ce plan-là, vraiment, la relève, elle est pleinement assurée, bien que je sois encore loin de la retraite, mais je me repose vraiment, je n'ai pas de problème de conscience à ce niveau-là. Donc des jeunes que vous avez encadrés qui sont devenus des docteurs et qui sont devenus aussi des chercheurs. Tout à fait. Parce qu'ils ont été recrutés. Oui, ils sont devenus des chercheurs et c'est vraiment la grande fierté d'un enseignant. C'est d'encadrer et puis de trouver à insérer ces étudiants valeureux. Et vraiment, on a accompagné. Certains, ils sont à l'université. D'autres sont dans d'autres structures. Par exemple, Niamey-Niala, nous avons un étudiant qui va soutenir bientôt sa thèse sur justement la gestion des déchets urbains. Et il est très, très efficace à Niamey-Niala. Dans des projets, la GTZ notamment, des projets de la GTZ, nous avons encadré aussi des étudiants qui ont pu être sélectionnés pour aller accompagner les conseils régionaux à Agadez et je ne sais pas dans quelle autre région. En matière, il y a un pour la gestion des déchets justement et un autre juste pour la gestion urbaine. Mais celui-là, il est aujourd'hui... Et donc leur contrat est terminé et il y a un qui est même directeur régional de l'aménagement du territoire d'une des régions du Niger. Voilà, donc ça c'est une fierté quand on voit qu'on n'arrive pas à les caser tous. Mais je pense que pour ceux qui ont été recrutés tout récemment à l'université, je dois rappeler que franchement, là, le gouvernement a fait un effort l'année dernière de donner un certain nombre de postes pour les universités publiques. Et l'IRCH a bénéficié de 5 postes et ces étudiants-là sont, enfin, ces anciens docteurs qui ont été, ces nouveaux docteurs qui ont été recrutés, aujourd'hui, ils sont vraiment la fierté, pour moi, ils sont la fierté de l'IRCH parce que quand je les vois, comment est-ce qu'ils sont impliqués dans les activités de recherche de l'IRCH, comment est-ce qu'ils sont impliqués dans les activités de vulgarisation de notre structure, et je me dis que là, le gouvernement a vraiment contribué à cela et franchement, c'est quelque chose qui mérite d'être souligné et d'être salué. Merci beaucoup. Alors donc, pour ces jeunes qui viennent à la recherche, quels conseils donnerez-vous à ces jeunes? Parce que il y a, en termes de collaboration scientifique, en termes d'activité de recherche, d'activité académique. Bon, vraiment, le principal
le principal conseil que je leur donne, c'est que la recherche, surtout la recherche dans nos pays, est un engagement. C'est un engagement, on entre dans la recherche par vocation. Et vraiment, ce que j'ai vu me donne une pleine satisfaction. Nous allons les accompagner, mais je leur dis que pour être vraiment un bon chercheur, ce n'est pas que les grades, hein, c'est pas que les grades. Pour être un bon chercheur, il faut être déterminé, il faut être engagé. Il ne faut pas avoir peur d'aller sur le terrain, d'aller chercher l'information sur le terrain, parce que c'est cette information-là qui permet de produire et qui permet également d'aller confronter ces connaissances, les résultats de ces activités de recherche à ceux des autres qui viennent d'autres univers, donc d'autres universités. Et c'est en échangeant qu'on arrive aussi à développer ces compétences, c'est en échangeant qu'on arrive à développer son champ de vision, comment est-ce qu'on appelle, sur les grands paradigmes, sur l'évolution des paradigmes de chaque discipline. Voilà, et donc je ne peux que les encourager à s'investir davantage dans les activités de recherche, et parce que c'est ça qui va leur permettre de développer le partenariat et d'envoyer également des étudiants ailleurs pour qu'eux aussi ils fassent comme eux. Donc ça c'est un appel, et la recherche nourrit l'enseignement, il ne faut pas oublier. Puisque nous avons quand même cette double casquette de chercheurs, mais les chercheurs sont tenus d'enseigner la moitié des charges horaires des enseignants-chercheurs des facultés. Et donc, si vous voulez être performant aussi, s'ils veulent être performants dans les disciplines qu'ils enseignent, il faut bien qu'ils aillent sur le terrain pour chercher l'information. Et c'est avec cette information-là qu'ils arrivent à nourrir comment est-ce qu'on appelle, à bien faire, à bien dispenser leurs enseignements. Et de toute façon, sans ces informations-là sur le terrain, on ne peut même pas encadrer des mémoires. Et donc l'appel, c'est vraiment la détermination, l'engagement. Merci, professeur, c'est très intéressant. Mesdames et messieurs, vous venez de suivre professeur Abdou Bontjanti, directeur et chercheur à l'Institut de recherche en sciences humaines. Nous vous remercions et nous vous donnons rendez-vous au prochain entretien dans les greniers des savoirs. Merci. Merci, professeur. Merci aussi, professeur. Merci.